Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons ce soir le plaisir, le privilège et l'honneur de nous entretenir avec Maître Mamadou Ismaïla Konaté. Maître Konaté, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation et puis je suis plutôt ravi de me retrouver dans ce studio-là. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème « La problématique judiciaire face aux privilèges ». Mais avant cela, nous allons quand même vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs. Vous avez été ministre de la Justice et garde des Sceaux du 7 juillet 2016 au 27 novembre 2017. Vous êtes également avocat, mais depuis presque une trentaine d'années, au barreau à la fois du Mali et de Paris. Vous êtes arbitre au niveau de la Cour d'arbitrage de Casablanca, mais aussi de la CCI à Paris. Vous avez été fondateur, et voire même cofondateur, et vous êtes aussi l'associé principal du cabinet Jurifis Consult. Vous avez été l'initiateur d'un réseau d'avocats au niveau de l'espace OADA qui s'appelle JFC et qui en réalité s'appelle African Legal League All. Et vous êtes aussi, en tout cas, arbitre au niveau notamment de la CCJA et aussi, encore une fois, de la CCI Paris. Bon, en grosso modo, quoi. On a vraiment fait un résumé du CV. Maintenant, est-ce que, déjà dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un privilège et qu'est-ce que c'est que le judiciaire, par exemple, pourquoi judiciaire et pas juridique? Donc, on va commencer déjà par ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelle différence on peut faire entre le judiciaire et le juridique et qu'est-ce qu'un privilège? Très bien. Encore une fois, un grand merci pour m'avoir donné l'occasion d'être présent sur votre plateau et puis d'évoquer ces sujets de droit qui passionnent. Le juridique est en rapport avec tout ce qui est le droit. On parle de juridique chaque fois qu'on évoque le droit de manière générale et on parle de judiciaire chaque fois que l'on évoque les cours et les tribunaux. Généralement, les gens parlent plus de judiciaire que de juridique, plus de loi que de judiciaire, plus de droit que de judiciaire, mais les choses sont intimement liées à ce niveau-là. Le deuxième élément, c'est que vous me demandez de dire ce que c'est qu'un privilège. Dans l'esprit du commun des mortels, le privilège, c'est une faveur. Faire un privilège à une personne d'être présent sur le plateau de Africab, c'est une faveur qu'on lui donne pour avoir l'occasion de venir s'exprimer sur une opinion qu'elle a. Faire le privilège d'une personne de lui donner accès à un endroit donné, par exemple, c'est tout cela qui constitue des privilèges, des faveurs de manière générale. D'accord. Et le privilège en droit, maintenant? Alors, le privilège en droit, justement, ne fait pas de différence avec la définition que j'ai donnée. Le privilège en droit est une faveur. Il faut simplement faire un rappel historique, peut-être. Le privilège, la faveur en droit, naît d'un contexte de coopération internationale, de droit international. C'est que les États sont des entités juridiques qui sont souveraines. Et la notion de souveraineté est presque sans limite. C'est ce qui permet donc à un État, à une nation, de se prendre pour un État, pour une nation, et de s'engager soi-même sans que personne ne puisse l'engager, sans que personne ne puisse décider en ses lieux et places, sans que l'expression de son engagement, de sa volonté ne soit annihilée par autre chose que par son peuple. Dans le cadre de la coopération internationale, dans le cadre du droit international, les échanges entre les différents États d'une part, entre les organisations internationales d'autre part, ont donné l'occasion à chacun d'entre eux, mutuellement, dans le cadre de la coopération, de se reconnaître des faveurs, des privilèges. Le premier privilège naît de la représentation diplomatique.
C'est pour ça que nous voyons que les ambassadeurs qui sont accrédités dans les États respectifs, pour prendre par exemple l'exemple du Mali, sont des ambassadeurs qui sont dotés de privilèges. On leur reconnaît un certain nombre de privilèges qui nous permet aujourd'hui de les reconnaître d'une part comme étant les représentants de leurs États, d'une part, accrédités auprès de l'État du Mali, et deuxièmement, en tant que tels, nous reconnaissons un certain nombre de privilèges liés à leur personne d'une part, eu égard à leur fonction d'autre part, leur personne et leur fonction ayant un besoin absolu de protection à ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un ambassadeur accrédité dans notre pays n'est pas justiciable de nos juridictions nationales. Une ambassade implantée dans notre pays n'est pas susceptible d'exécution forcée sur les biens de l'ambassade donnée, sur les immeubles de l'ambassade donnée ou sur tout ce qui concerne le patrimoine de l'ambassade donnée, parce que ce patrimoine, ces biens sont considérés comme étant des biens de la nation que nous recevons chez nous au titre de la coopération. Voilà quelques exemples que l'on donne. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la coopération internationale, mais c'est aussi dans le domaine des relations humaines, des transactions qu'il peut y avoir entre les individus. Et c'est pour cela qu'au niveau national également, un certain nombre de personnes à statut particulier ont droit à des privilèges, ont droit à des immunités également. D'accord. Et quand vous parlez d'immunité, on pense forcément, dans un premier temps, aux députés. Est-ce que l'immunité des députés est aussi considérée comme un privilège? Oui, c'est un privilège, parce qu'on part du principe assez simple que le député est le représentant de la nation. Ce n'est pas seulement le député, ça peut être aussi le Sénat lorsqu'il existe une deuxième chambre. Dans notre exemple, on n'a qu'une représentation nationale et ce sont des députés qui sont élus par le peuple et qui sont donc les représentants de la nation. Et ces députés participent bon an mal an à la création de la loi. Ils participent également au débat parlementaire et ils le font dans un contexte où ils ont en face un pouvoir exécutif qui peut être tenté d'anéantir leur liberté d'opinion, d'anéantir leur liberté d'expression, de leur en vouloir pour les opinions qu'ils expriment dans les enceintes parlementaires, d'où la nécessité de protéger le député dans l'exercice de ses fonctions de parlementaire. Et c'est pour cela que les propos que peuvent tenir un député dans l'enceinte d'un parlement sont des propos qui ne peuvent pas donner l'occasion à une action en responsabilité d'une part, et d'autre part, la personne du député, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est inviolable. Alors, ce que vaut pour le député vaut également, dans une moindre mesure, pour les ministres de la République, vaut également pour le plus haut représentant de l'État dans le pouvoir exécutif, vaut également pour un certain nombre de professionnels, je pense en l'occurrence aux juges, je pense en l'occurrence aux avocats que nous sommes. Nous bénéficions d'un privilège de juridiction. Ce n'est pas forcément une faveur, c'est que l'avocat qui est mis en cause dans le cadre du chef-lieu de sa résidence ou qui met en cause dans les limites indiquées a besoin aujourd'hui d'un minimum de protection qui est qu'il n'est pas justiciable de la juridiction de son domicile, il est justiciable d'une autre juridiction. Il y a des procédures particulières qui permettent donc de décider de la juridiction qui est compétente lorsque l'avocat met en cause ou lorsque l'avocat est mis en cause. D'accord. Deux questions qui me viennent tout de suite, mais qui sont aussi en rapport avec l'actualité. Les anciens ministres, on va dire, est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi des privilèges de juridiction? Et si oui, peut-être pourquoi? Ça, c'est la première partie. Et ensuite, est-ce que l'amnistie, parce qu'on parle de 2 lois d'amnistie récentes qui ont été prises au niveau du CNT, sans rentrer dans le fond du pourquoi et du comment, l'amnistie est un privilège en soi, mais est-ce que c'est un privilège en droit? Donc ça serait là peut-être la deuxième partie à ce moment-là de la question. Alors, sur la première partie déjà, vous évoquez la situation, je pense sans doute, des poursuites qui sont en cours et qui impliquent un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont exercé des fonctions ministérielles. Le cadre juridique actuel de la loi au Mali, notamment de la loi de procédure, est clair. Les personnes qui ont occupé des fonctions ministérielles,
qui sont mises en cause dans le cadre de ces fonctions ministérielles ne sont pas justiciables des juridictions de droit commun. Elles sont justiciables de la Haute Cour de justice. C'est un principe qui est évoqué dans le cadre de la Constitution et qui connaît un certain nombre de mises en œuvre dans le cadre de la loi spécifique qui concerne la Haute Cour de justice en République du Mali. Ce fut le cas depuis assez longtemps et c'est vrai que par le passé, un certain nombre de ministres ou un certain nombre de représentants du pouvoir exécutif ont été mis en cause devant des juridictions de droit commun. Pour la plupart, à une époque où la Haute Cour de justice n'existait pas, faut-il le rappeler, elle est d'existence récente dans notre pays. Le cadre actuel, c'est que les ministres ne sont pas justiciables d'une autre juridiction que celle de la Haute Cour. Maintenant, s'il faut aller dans les petits détails pour peut-être donner quelques opinions à ce niveau, nous sommes dans un contexte politique où il n'y a pas de Parlement. Donc l'absence de Parlement justifie l'absence de Haute Cour de justice, ce qui fait que la première phase de la mise en cause d'un ministre, qu'on appelle la mise en accusation, n'est pas possible dans le contexte actuel, eu égard à l'absence de la Haute Cour de justice. Je sais que d'un point de vue pratique, un certain nombre de démarches judiciaires ont été entreprises dans des conditions où moi-même j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire mon opinion là-dessus, qui est que tant que le cadre juridique est ce qu'il est aujourd'hui, vouloir entreprendre une autre démarche peut éventuellement constituer une violation de la loi. Pour autant, on est dans un contexte où, à l'impossible nul est tenu, un certain nombre de personnes peuvent être tentées de dire cela, mais le droit, ce n'est pas n'importe quoi, et la procédure, ce n'est pas n'importe quoi, et le respect du droit et de la procédure sont quand même des caractéristiques essentielles de l'état de droit. Et nous sommes dans un pays aujourd'hui où on est en train de bâtir l'état de droit. Je pense qu'il est important aujourd'hui pour ceux qui sont en place d'envisager la perspective, au moins de changer le cadre procédural aujourd'hui pour faire en sorte aujourd'hui qu'une loi vienne aujourd'hui corriger les défaillances, pour indiquer qu'en l'absence de Parlement, il ne saurait y avoir de Haute Cour de justice et que dans l'état actuel, les prérogatives et les missions qui sont dévolues donc à la Haute Cour de justice sont déférées à la Cour suprême qui peut éventuellement procéder à la mise en accusation, procéder à l'instruction et éventuellement envisager ou pas le renvoi devant une juridiction de jugement. D'accord. Et sur cette première partie-là, et puis je vais revenir à la deuxième partie de la question, est-ce que créer une chambre, on va dire, entre guillemets, circonstancielle dans le cadre, par exemple, de ce type d'affaires, est légal? C'est-à-dire que est-ce que on peut créer une chambre au niveau de la Cour suprême spécifiquement pour une affaire en cours? Est-ce que techniquement c'est possible? Il ne s'agit pas de créer une chambre en tant que telle. Il s'agit juste de faire le constat de l'impossibilité de réunir une autre cour de justice qui est le préalable absolu de la mise en accusation. En l'absence de haute cour liée au fait que le Parlement actuel, entre guillemets, n'a pas été considéré comme un Parlement au sens de la Constitution, dixit la Cour constitutionnelle du Mali. Devant cette évidence, on est pris dans l'étau d'y aller ou de ne pas y aller. Y aller, pas dans le cadre juridique actuel qui a besoin d'être réformé. La réformation du cadre juridique actuel, une des pistes aujourd'hui au plan du droit, ce serait d'envisager de modifier la loi de procédure aujourd'hui qui fait que la mise en accusation d'un ministre mis en cause dans le cadre de l'exercice des fonctions passe par la Haute Cour de justice. On défère l'ensemble des prérogatives de la Haute Cour de justice à la Cour suprême en lui demandant d'exercer les prérogatives de la Haute Cour en l'absence de la Haute Cour. C'est une démarche aujourd'hui de correction de la loi, c'est une démarche qui permet non pas de contourner, mais simplement de faire face aujourd'hui aux besoins de justice, parce que, faut-il le rappeler, ceux qui sont mis en cause aujourd'hui et ceux qui les mettent en cause ont tous les deux besoin, y compris le peuple du Mali aujourd'hui, que justice se fasse. Et si justice ne se fait pas, nous sommes dans une situation d'état de non-droit, et cela ne peut pas être justifié, cela n'est pas justifiable. D'accord. Et par rapport à l'amnistie,
Alors, la question de l'amnistie, je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'est un privilège. Je ne suis pas sûr que ce soit un privilège. Une loi d'amnistie est une loi d'absolution qui permet donc de pouvoir définitivement taire le caractère infractionnel d'une démarche pour faire en sorte aujourd'hui que le pardon public, le pardon national intervienne à ce niveau. Et dans notre pays, on peut s'interroger et essayer de trouver la logique et la cohérence dans le cadre de notre démarche. La Constitution de la République du Mali, depuis 1912 du moins, a déclaré systématiquement que le coup d'État militaire, c'est-à-dire le renversement par la force ou par la violence d'un régime légal, est un crime de surcroît imprescriptible. Ce crime a été commis quelquefois dans notre pays et ce crime a été systématiquement absous par des lois d'amnistie. Or, vous savez que Diderot a dit que lorsque on abolit le délit, on abolit la loi. Toute la problématique, c'est de trouver la véritable quintessence de la loi d'amnistie. Si la démarche aujourd'hui, c'est d'absoudre les crimes qui peuvent être imprescriptibles, on peut s'interroger. Si la démarche est aujourd'hui de trouver la cohérence du peuple du Mali qui n'a pas voulu d'un régime, celui qui a été renversé, et qui reconnaît aujourd'hui que cette démarche est une démarche de salut public, là aussi on peut s'interroger. Mais dans l'un et dans l'autre cas, la violation de la loi n'est pas véritablement sans reproche à ce niveau, et c'est pour cela que les démarches de révision constitutionnelle doivent véritablement s'interroger sur cette question-là, si oui ou non le coup d'État militaire, le coup d'État civil, le coup d'État par le biais de la violence qui renverse un régime légal, est-il oui ou non un crime imprescriptible. D'accord. Et toujours sur ce point-là, on sait que la Constitution est la norme suprême et que normalement les lois, quelles qu'elles soient, sont inférieures à cette Constitution-là lorsqu'on regarde la pyramide de Kelsen. Comment une loi d'amnistie peut cohabiter avec une Constitution qui, justement, comme vous le dites, je pense que c'est l'article 121, interdit le coup d'État et dit que justement c'est un crime imprescriptible. Donc est-ce que notre cour constitutionnelle, qui normalement, je pense que dans d'autres pays ça se passe comme ça, on a ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité, peut s'autosaisir de ces deux lois d'amnistie et les juger ou constitutionnelles ou pas, ou parce que les députés actuellement, ils ne sont pas là, parce que normalement le mécanisme prévu, c'est que justement, je pense que un tiers des députés puissent saisir la Cour constitutionnelle à ce moment-là pour qu'ils puissent éventuellement analyser la constitutionnalité de la loi. Mais ils peuvent s'autosaisir. Est-ce que dans le cas présent, cette démarche-là, du point de vue du droit, est possible? Donc on va dire de manière légale. Maintenant, vous posez un autre problème qui est un problème de légitimité, effectivement. Est-ce que du point de vue du peuple et de ses aspirations, on veut protéger quelque part les personnes qui ont aujourd'hui le bateau Mali pour qu'ils puissent travailler dans un environnement sain? Et pour finir sur la même question, à ce moment-là, est-ce que certains problèmes, en tout cas qui n'engagent pas la responsabilité complète de l'État, ne peuvent pas attendre peut-être la mise en place tout simplement d'une Assemblée nationale, qu'on n'ait pas l'impression qu'on se retrouve dans un règlement de compte ou dans une sorte de chasse aux sorcières? Une loi d'amnistie par nature est suspecte. Elle est d'autant plus suspecte qu'elle doit être conçue et votée dans des conditions de quasi-absolu consensus. Pour que jamais la paix et la concorde qui sont recherchées derrière la loi d'amnistie ne puissent être mises en cause dans un sens ou dans l'autre. C'est pour cette raison que, d'un point de vue juridique,
il y a lieu de s'interroger. Vous avez vous-même fait le parallèle entre la loi d'une part qui est infraconstitutionnelle, la Constitution elle-même, mais on peut pousser la réflexion encore. Nous avons des engagements internationaux dans le cadre de la CEDEAO. Le protocole sur la bonne gouvernance considère également que le coup d'État est un acte répréhensible en tant que tel. Un certain nombre d'engagements internationaux disent exactement la même chose. Donc la démarche de loi d'amnistie ne peut pas être conçue sans le plus large consensus d'une part, et de part, la loi d'amnistie doit poursuivre un but d'intérêt général. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque vous regardez aussi bien autour de nous les juridictions communautaires, que ce soit la communauté CEDEAO d'une part, ou que ce soit la communauté de l'Union européenne d'autre part, posent en principe absolu dans le cadre de jurisprudence aujourd'hui que la loi d'amnistie ne peut pas être un obstacle à une démarche de demande de réparation d'un préjudice. Par exemple, lorsque vous êtes un citoyen, que vous avez pâti du coup d'État militaire ou des effets du coup d'État militaire ou des conséquences du coup d'État militaire, aucune loi d'amnistie ne peut être un obstacle justement à votre démarche de saisine des juridictions, qu'elle soit nationale d'une part ou communautaire, pour demander réparation à ce niveau. Ça, c'est le premier point. Et les réparations peuvent éventuellement avoir un impact justement sur les individus qui peuvent éventuellement être des bénéficiaires de la loi d'amnistie. Et c'est pour cela que lorsque l'on pense que dans le cadre de la recherche de la paix, on a dû voter une loi, la démarche doit permettre aujourd'hui d'obtenir une loi consensuelle de manière à ce que cette loi n'ait pas de remise en cause. Ok. Bon, comme il ne reste plus à peu près que 5 à 10 minutes, on va essayer de prendre 10 minutes. Je vais vous poser cette question quand même, toujours sur ce point-là, et puis on va enchaîner avec la suite. On a une jurisprudence au Mali par rapport à la loi d'amnistie dans le cadre du général Amadou Aya Sanogo. Et les juridictions ont considéré que cette loi d'amnistie s'appliquait alors qu'on parlait, après vrai ou pas, d'un cas de viol. Est-ce que lorsqu'on définit la loi d'amnistie en disant les événements, ou en tout cas tout ce qui s'est passé de telle période à telle période, ça comprend aussi des délits, des crimes ou peut-être des infractions de manière générale qui sont d'un tout autre ordre et qui ne concernent en réalité ni l'État, ni la prise du pouvoir en tant que tel. Est-ce que dans le décret d'application, il est possible d'inclure un mécanisme qui dirait ça s'applique effectivement à telle période, de telle période à telle période sur ces éléments-là, mais tout ce qui concerne les autres délits et infractions de la vie de tous les jours ne sont pas sous cette loi d'amnistie-là. Est-ce que c'est possible en gros, de tempérer la loi d'amnistie? Est-ce que techniquement c'est possible? Quelles que soient les précautions de base que vous prenez pour bâtir une loi d'amnistie, elle ne sera jamais parfaite, elle ne sera jamais complète, elle ne sera jamais sans faille. Vous savez, c'est comme le filet du pêcheur. Vous le lancez dans le fleuve, vous êtes sûr de ramasser les poissons qui y sont, vous n'êtes jamais sûr de ramasser tous les poissons qui sont autour. Et c'est pour ça que la démarche globale de la loi d'amnistie doit être une démarche de recherche de l'intérêt général, de la paix et de la quiétude. Ça ne doit jamais être conçu pour les uns et contre les autres. La notion de faveur ici n'est pas une faveur personnelle, ce n'est pas les agissements personnels de surcroît criminels ou infractionnels des uns et des autres qui peuvent être couverts aujourd'hui par la loi d'amnistie. La démarche doit être une démarche globale, c'est que l'on est conscient qu'à un moment donné, l'ordre public, la quiétude, la tranquillité au sein de notre pays ont été complètement remises en cause, qu'il a fallu sans doute une démarche, y compris d'utilisation des armes et des munitions, qui ont pu commettre un certain nombre d'exactions, un certain nombre de préjudices, un certain nombre de violations de la loi. C'est cette démarche-là aujourd'hui qui globalement est concernée par la loi d'amnistie, mais quelles que soient les précautions de base, on n'est pas à l'abri et les limites de la loi d'amnistie sont connues aujourd'hui. Ça ne doit pas être un obstacle à la réparation. Juste un exemple, lorsque vous demandez réparation d'un préjudice physique ou matériel et que vous allez rechercher la responsabilité personnelle individuelle d'une personne qui est bénéficiaire de la loi d'amnistie, vous remettez en cause la loi d'amnistie, ne serait-ce que dans le cadre du débat judiciaire. Ce que peut dire le juge est autre chose, mais le débat n'est pas interdit dans le cadre de la loi d'amnistie. D'accord. Et on ne peut pas terminer sans que je vous pose quand même cette question-là. Vous avez été
comme on l'a dit dans nos propos liminaires, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous avez été l'un des rares ministres qui a démissionné. Bon, je n'ai pas vu d'explication, peut-être que vous en avez donné, mais si vous pouvez, si c'est possible, hein, vraiment en quelques mots, nous expliquer, déjà, pourquoi vous avez démissionné. Peut-être qu'on ne peut pas faire, vous ne pourrez pas nous dire tout ce que vous avez réalisé en tant que ministre de la Justice, peut-être quelques éléments, mais vraiment pareil en quelques mots. Qu'est-ce qui a conduit à votre démission, justement, en novembre 2017, si je peux vous poser la question? Alors, je ne sais pas s'il faut véritablement parler des causes de ma démission qui ont été largement décrites dans le cadre d'une lettre de démission. Mais je vous dis simplement ce qu'est un ministre de la Justice. Vous êtes nommé proposé par un chef du gouvernement et nommé par le chef de l'État. Et dans le cadre de vos rapports de tous les jours, vous avez plus affaire au chef de l'État qu'à toute autre personne, y compris le Premier ministre, par exemple. Je suis arrivé dans un gouvernement où je connaissais parfaitement bien le chef de l'État, avec lequel j'avais de parfaits échanges à ce niveau-là. Sauf que quand on est ministre de la Justice, la première difficulté, c'est de s'affranchir de l'emprise de l'auteur du décret qui vous nomme. Deuxièmement, parce que la démarche du ministre de la Justice ne consiste pas à dire la justice ou à rendre la justice, ça consiste à administrer la justice, faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait suffisamment de juges, qui disposent de moyens, qui soient suffisamment bien rémunérés et qu'aujourd'hui la démarche de justice ne viole pas le droit et la loi à ce niveau. J'ai dû faire les efforts que j'ai dû faire à l'intérieur pour améliorer considérablement la rémunération des juges. Je me suis battu également pour expliquer un certain nombre de choses aux juges en leur disant que on ne peut pas, tant qu'on est juge, se départir de la loi lorsque le fait est implacable à ce niveau. Et j'ai indiqué également que dans ce pays, la démarche de justice doit être une démarche qui doit être appréhendée par tout le monde d'une part, parce que susceptible d'être appliquée sur la tête de tout le monde. Voyez-vous, chaque fois que l'on veut se retrouver en situation de violation du droit, en situation d'inobservation du droit, on pense qu'on échappe à la justice. On pense pouvoir aller loin, mais on ne va jamais suffisamment loin parce que l'étau de la justice est un étau qui est large, qui rattrape toujours. Je rêve de ce pays où l'état de droit est une réalité, où les premiers responsables de ce pays acceptent de se soumettre au droit, où la justice, encore une fois comme Thémis, devient aveugle dans ce pays, devient sourde dans ce pays, pour jamais n'entendre des mots qui peuvent l'influencer, pour jamais en regardant ne prendre en compte ni l'origine de la personne, ni la couleur de la peau de la personne, ni l'état de fortune de la personne. On n'est pas loin. Avec l'effort de tous, on va y arriver. Parce que ceux qui mettent en œuvre la justice doivent être contrôlés par ceux qui subissent la justice. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Prendre une personne donnée et ne pas s'inquiéter de la situation de l'autre personne qui est mise en cause dans les mêmes conditions. Vous avez une opinion aujourd'hui qui, heureusement, est excessive sur les réseaux, mais arrive toujours à dire un petit bout de quelque chose qui fait réveiller dans l'esprit des gens ce qui est anormal. D'accord. J'ai envie de dire, malheureusement, l'émission arrive à son terme. On n'a pas eu l'occasion de parler de tous les privilèges. Mais là, peut-être en guise de conclusion, je vais vous poser deux petites questions. Et on va aussi vous demander, dans la suite de ces questions-là, si on a peut-être votre accord pour faire peut-être une série d'émissions, parce que j'ai l'impression d'assister à un cours magistral sur le droit et les entreprises. Parce que quand on parle de privilèges, et ça c'est la question, on a ce qu'on appelle aussi le privilège du préalable en droit administratif, que vous pourrez peut-être nous expliquer en quelques mots, mais on a aussi des privilèges en matière de créance. Et quand on parle de privilèges en matière de créance, ça va nous ramener forcément dans le droit des affaires. Donc ça serait bien de l'analyser d'abord au niveau national, dans notre corpus ici, de le voir peut-être au niveau communautaire, notamment avec l'OHADA, et de le voir peut-être ensuite de manière un peu plus large, voire au niveau inter-État ou international,
quelles peuvent être les corrélations et les échanges qui pourront se faire à ce moment-là? Alors, vous avez tellement bien étalé la question des privilèges que je ne vois pas du tout intéressant de l'évoquer après vous, y compris le préalable en matière administrative qui donne l'occasion justement de ne jamais surprendre. La justice, c'est pas la surprise. Et on le voit d'ailleurs à la barre, quand on cache une pièce, qu'on la sort le moment venu, il n'y a pas de pièce que l'on puisse verser dans le dossier sans qu'il n'y ait de débat à ce niveau. Le principe absolu en matière des principes directeurs du procès, c'est le principe du contradictoire. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis ce que je vous reproche et vous avez le droit de discuter de cela. Dans le cadre de cette démarche, bien évidemment, je vous confirme tout mon intérêt à poursuivre avec vous dans la série des choses que vous venez de m'indiquer tout à l'heure. La problématique de l'OHADA vis-à-vis de l'entreprise est quand même une réalité absolue. Je pense que vos téléspectateurs ont besoin de l'entendre. La problématique du règlement des litiges, notamment par le biais de l'arbitrage, est aussi une évidence absolue. Et les rapports que nous pouvons avoir dans le cadre des transactions internes, non seulement, mais des transactions à l'international, nous obligent à un certain nombre de respect et d'observation de règles et tout. Je suis prêt à venir encore 3 fois sur votre plateau pour évoquer tous ces sujets-là. Parfait. Donc le rendez-vous est pris. Et juste sur l'avant-dernier point que vous venez d'évoquer par rapport justement au privilège du préalable en droit administratif, on nous dit également que c'est aussi une sorte de présomption de légalité parce que dans le cadre administratif, ces personnes publiques qui sont dotées de prérogatives publiques ont le droit de prendre des décisions justement grâce à ces prérogatives-là et qui ne peuvent pas être justement jugés a priori forcément, et qu'ils le seront peut-être a posteriori. Donc, pour finir, d'habitude c'est moi qui fais le mot de conclusion. Je dis que je donne rendez-vous aux téléspectateurs dimanche prochain à la même heure et sur la même chaîne. Je voudrais que vous nous donniez une citation et qu'à ce moment-là, vous donniez rendez-vous aux téléspectateurs dimanche prochain à la même heure et sur la même chaîne, même si peut-être que votre émission se fera à une date ultérieure. Merci beaucoup. Et la citation qui me vient à l'idée, je l'ai dit au cours du débat, c'est que abolir le délit, c'est abolir la loi. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs dimanche prochain avec Hassan Magatsey, que j'ai eu plaisir à voir ici et à me laisser aller justement à cet exercice merveilleux. En le regardant en face, il me rappelle justement un personnage pour lequel j'ai énormément de respect et dont je salue la mémoire aujourd'hui, c'est le bâtonnier Magatsey. Donc, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain à la même heure et donc sur la même chaîne.